Rothschild, c'est sûrement la plus grande dynastie financière que le monde ait connue. On raconte que leur fortune est si immense qu'elle fait d'eux les plus riches de notre planète. Plus qu'un nom, c'est un mythe qui a traversé les 3 derniers siècles de notre histoire. Alors comment un enfant juif, né dans un ghetto, a-t-il pu faire naître la plus grande dynastie de l'histoire moderne? Issu d'une famille de simples marchands, il est devenu le banquier des princes, des rois et même des empereurs. Mais derrière cette ascension hors du commun se cache une part d'ombre. Quel pouvoir leur confère cette fortune colossale? Leur permet-elle de tirer les ficelles des grands gouvernements ou même d'orchestrer les guerres à leur avantage? Homme d'affaires avisé, maître de la discrétion et bâtisseur d'un empire tentaculaire, laissez-moi vous conter l'histoire extraordinaire de la famille Rothschild. Nous sommes en 1744, ghetto juif de Francfort, dans la Judengasse, littéralement la ruelle des Juifs. Une ruelle étroite, insalubre, entourée de murs et de portes fermées chaque soir, chaque dimanche et chaque jour de fête. Dans cette rue vivent 3000 Juifs entassés. Parmi ces maisons, une arbore un bouclier rouge, Rothschild en allemand. Ici, les Juifs sont soumis à des restrictions strictes. Ils ne peuvent pas posséder de terre, ni exercer la plupart des métiers prestigieux comme avocat, notaire, ou même des métiers manuels comme menuisier ou forgeron. Leur survie dépend des activités liées à la finance et au commerce, comme par exemple les prêts d'argent ou de la numismatique. La numismatique, ou l'étude des monnaies, est essentielle dans un saint empire où chaque ville frappe sa propre monnaie. Dès son plus jeune âge, Meyer manifeste un intérêt vif pour le commerce et la numismatique. À 10 ans, il apprend à évaluer des pièces rares aux côtés de son père. Il manipule toutes sortes de monnaies, les florins, les thalers, les louis d'or, les carolus ou encore les ducats. Malgré son âge, la numismatique n'a déjà plus de secret pour lui. Mais la vie ne lui fait pas de cadeau. À 12 ans, Meyer perd ses 2 parents en l'espace de quelques mois. Orphelin, il est confié à des oncles qui reconnaissent son potentiel et décident de l'orienter vers un avenir plus prometteur, la finance. À seulement 13 ans, Meyer est ensuite envoyé à Hanovre comme apprenti chez les Oppenheim, une riche famille juive. À leur côté, il découvre le métier de juif de cour, un statut qui permet aux juifs de jouer un rôle crucial dans l'économie. Dans une époque où les systèmes bancaires n'existent pas encore, ils deviennent les banquiers des princes. C'est grâce à eux que les souverains peuvent financer des dépenses extravagantes comme les bijoux, mais aussi les guerres et l'achat d'armes. Quand il découvre ce statut, il comprend que c'est son échappatoire à la condition misérable du ghetto de Francfort. Pour Meyer, le chemin de la liberté et de la prospérité va passer par la voie de la finance. Après 7 ans d'apprentissage, il retourne à Francfort, dans son ghetto, à l'âge de 20 ans. Il reprend la boutique familiale et vend monnaie et objets rares. Sur chaque pièce que Meyer vend, il empoche une commission de 8%. Grâce à son talent remarquable pour la numismatique, il attire des clients prestigieux. Pourtant, il n'a pas encore rencontré la personne capable de l'élever au rang de juif de cour. Mais une rencontre va bouleverser sa vie. Le général von Herzow, un aristocrate passionné de monnaie antique. Fasciné par les connaissances de Meyer, le général von Herzow devient son allié, à tel point qu'il va même lui présenter l'homme qui va changer la vie et le destin des Rothschild, le prince Guillaume IX. À l'époque, c'est l'un des princes les plus riches de l'Europe. Les témoignages décrivent Meyer comme un jeune homme élégant, inspirant confiance. Il arrive rapidement à séduire ce prince. Par la suite, Guillaume IX confiera même au général « L'homme que vous m'avez recommandé n'est pas un sot ». Pendant plusieurs années, Meyer fournit des services impeccables au prince. Guillaume est très satisfait de son travail, mais cela ne suffit toujours pas à lui accorder le statut de juif de cour. Meyer n'en peut plus d'attendre. Alors il décide de prendre son destin en main. À 25 ans, il tente une manœuvre très risquée. Il écrit directement à Guillaume IX afin de lui proposer ses services. Ce que redoute Meyer, c'est que le prince prenne mal cette demande qui est plutôt osée. Contre toute attente, la lettre fait mouche. Le prince Guillaume, impressionné par l'audace de Meyer, lui accorde enfin le statut tant espéré de juif de cour. Pour Meyer, c'est une consécration. À seulement 25 ans, il devient donc officiellement le fournisseur du prince.
Grâce à son nouveau statut, Mayer Rothschild voit sa richesse croître à un rythme incroyable. Sa petite maison de la Judengasse commence à se remplir de sacs d'or. Ses revenus explosent à tel point qu'il devient l'un des hommes les plus fortunés de Francfort. Mais Mayer voit déjà beaucoup plus grand. À la veille des guerres napoléoniennes, il rentre dans le commerce des chairs à canon. En effet, Mayer gagne des sommes considérables en s'occupant des paiements liés à la vente de soldats arrachés à leur famille et envoyés de force à la guerre comme s'ils étaient des simples marchandises. Plus il y a de morts ou de blessés au combat, plus le système rapporte. Plus ses coffres se remplissent, plus il comprend que pour aller plus vite, il devrait se tourner vers un domaine encore plus lucratif, les prêts. Il trouve alors une solution brillante. Le très riche Guillaume IX est avide mais soucieux de son image. Il voulait prêter à des taux usuriers sans que cela ne ternisse sa réputation, car cette pratique était très mal vue à l'époque. Alors Mayer lui a proposé une solution, utiliser son propre nom afin de prêter l'argent de Guillaume IX. Le but, exiger des taux importants sans nuire pour autant à l'image du prince et en gardant une belle part des profits pour lui-même. Cette idée fonctionne à merveille. Mayer amasse tellement d'argent qu'il ne se contente plus de prêter les fonds de Guillaume, il émet également des emprunts avec ses propres fonds à l'image d'une banque. Pourtant, malgré cette ascension vertigineuse, Mayer continue de vivre modestement dans le ghetto par choix stratégique. Il comprend que l'hostilité envers les Juifs pourrait compromettre sa position s'il affichait sa richesse. Pour prospérer, il faut paraître pauvre, tel est son credo. Sa maison déborde d'or et de marchandises, mais malgré cela, son mode de vie reste spartiate. On peut le dire, Mayer est irréprochable concernant la gestion de son budget. En effet, un budget sain est la base de toute réussite financière. C'est pour cela que sur l'application Finari, nous centralisons tous vos comptes en un seul endroit pour vous donner une vision claire et complète de l'ensemble de vos finances. Vos dépenses et vos rentrées d'argent sont catégorisées automatiquement pour vous montrer où vous pourriez faire des économies. Et ce n'est pas tout, grâce à notre scanner d'abonnement, Finari identifie tous les abonnements et autres paiements récurrents que vous pourriez optimiser afin d'investir davantage et de développer votre patrimoine. Alors, prêt à prendre le contrôle de votre finance? Cliquez sur le lien en description pour découvrir Finari. Revenons-en au Rothschild. Mayer vieillit, mais ses ambitions ne font que grandir. Et pourquoi ne pas fonder une banque Rothschild à l'échelle européenne? Mayer a maintenant 67 ans. Pour créer cette banque à l'échelle européenne, il mise sur ses 5 fils. Le 27 septembre 1810, c'est chose faite. Un contrat d'association qualifié d'irrévocable est conclu entre Mayer et ses fils. Les filles, elles, sont complètement hors jeu sur cet échiquier familial. Même leurs maris et leurs descendants n'hériteront de rien. La stratégie de Mayer rappelle celle mise en place par les célèbres banquiers florentins du XVe siècle, les Médicis. Ces derniers avaient envoyé les membres de leur famille dans différentes villes pour y établir des filiales, des comptoirs de l'économie de l'époque. Comme les Médicis, les 5 fils de Mayer ont baigné dans l'univers bancaire. Ils ont grandi dans la boutique familiale, absorbant les enseignements de leur père, discipline, discrétion et audace. Ils sont donc envoyés dans les 5 grandes capitales, chacune choisie pour son importance géopolitique et économique, et ils fondent les branches qui porteront leur nom. Anselm reste à Francfort, gardien du siège historique de la famille, sous le nom de Rothschild und Söhne. Salomon s'établit à Vienne, le cœur de l'Empire austro-hongrois, et fonde SM von Rothschild. De son côté, Karl rejoint Naples, un point névralgique pour le commerce méditerranéen, où il crée CM von Rothschild Iffigli. James, certainement le plus charismatique, part pour Paris, où il établit Rothschild Frères. Et enfin, Nathan s'installe à Londres, le centre du monde financier, où il fonde NM Rothschild & Sons. Cette organisation repose sur un principe fondamental, l'unité familiale. Mayer comprend que pour prospérer, ses fils doivent travailler ensemble. Cette volonté de cohésion est représentée sur le blason familial par les 5 flèches, symbole de force et d'indivisibilité. D'ailleurs, petite anecdote, les 5 flèches sont encore aujourd'hui le nom de la partie private equity de Rothschild & Co, 5 Arrows. Parmi les 5 fils, c'est Nathan Rothschild qui occupe une place centrale dans le plan de Mayer. Considéré comme le plus entreprenant et le plus prometteur, il est envoyé à Londres en 1798 à seulement 21 ans. Il emporte avec lui 20 000 livres, une somme colossale pour l'époque. Ce montant représentait plus de la moitié des avoirs familiaux. C'est la preuve de la confiance que Mayer a placée en lui. Mais Nathan n'est pas encore un homme d'affaires accompli. Même s'il est brillant, il arrive dans un pays dont il ne connaît pas la langue et dont il ne comprend pas les mœurs. En plus, il est désordonné et ne tient pas très bien les livres de compte de sa banque.
Son père meilleur le met en garde. Tu as l'intelligence, mais le manque d'ordre peut transformer un milliardaire en mendiant. Nathan se retrouve rapidement confronté à un défi de taille, intégrer les cercles financiers londoniens tout en établissant une réputation solide pour les Rothschild. Et c'est ce qu'il va faire au début des années 1810. À une époque marquée par les guerres avec Napoléon Ier, Nathan réussit un tour de force en devenant le banquier principal de la coalition anti-française. En quelques années, il transfère plus de 40 millions de livres d'or à travers l'Europe, vers des villes comme Vienne, Berlin ou encore Saint-Pétersbourg afin de lutter contre Napoléon. Mais ce n'est que le début. Alors que les guerres s'enchaînent, Nathan voit une opportunité exceptionnelle de consolider sa fortune. Spéculer sur l'issue des batailles décisives. Nous sommes en 1815 et Napoléon affronte les forces alliées à Waterloo. La légende raconte que Nathan aurait utilisé son réseau de messagers afin d'obtenir des informations en avant-première sur l'issue de la bataille. Lorsque son réseau l'informe de la probable défaite de Napoléon, il joue un pari risqué. D'abord, il vend massivement ses actions, ce qui sème la panique sur les marchés londoniens. Les investisseurs pensent qu'il détient une information secrète sur une défaite anglaise et les cours chutent brutalement. Une fois que les cours sont au plus bas, Nathan rachète autant d'actions qu'il peut. Et finalement, lorsque la défaite de Napoléon devient officielle, les cours de la bourse de Londres explosent. Cette manœuvre audacieuse aurait permis à Nathan d'empocher des bénéfices équivalents à 600 millions d'euros au cours actuel. Un exploit qui lui aurait valu le surnom de Napoléon de la finance. Il faut quand même un peu nuancer. Cette histoire est certes fascinante, mais les éléments dont nous disposons maintenant laissent penser que c'est en réalité plutôt un mythe. Toujours est-il que la fortune des Rothschild ne fait qu'augmenter. Ils prospèrent partout en Europe. À Londres, à Paris, à Vienne, à Naples ou encore à Francfort, les 5 flèches de Mayer-Amschel s'imposent comme les banquiers attitrés des rois et des gouvernements. En 1836, quand Nathan s'éteint à Londres, il était considéré comme l'homme le plus riche du monde. Malgré sa mort, la dynastie ne faiblit pas. Pendant que le monde de la finance n'avait Dieu que pour ce génie, l'un de ses frères, James Rothschild, œuvrait dans l'ombre en France et écrivait le prochain chapitre de la famille Rothschild. En 1830, l'Europe est en pleine révolution industrielle. Des machines à vapeur sillonnent les campagnes et les usines vibrent au rythme des engrenages. Mais pour beaucoup, ces avancées inquiètent autant qu'elles fascinent. Les locomotives, avec leur fumée noire et leur sifflement strident, sont vues comme des monstres. Ces monstres menacent la santé et les emplois. James Rothschild, lui, voit bien plus loin. Envoyé par son père meilleur à Paris, il perçoit dans le chemin de fer un potentiel révolutionnaire, relier les grandes villes françaises et européennes afin de propulser l'économie et faciliter les échanges. À une époque où les Rothschild brillent dans les emprunts pour les États, ce pari industriel est risqué et presque incongru. Mais James en est convaincu, cette innovation deviendra le pilier d'un nouvel âge d'or. Mais comment convaincre une société encore méfiante d'adopter une vision aussi bouleversante et choquante? Lancer l'industrie ferroviaire en France n'a rien d'évident. Les élites politiques rechignent à investir, les syndicats s'insurgent et les concurrents financiers cherchent à saboter ses ambitions. Plonger dans les chemins de fer, c'est accepter de bloquer des sommes astronomiques pour des décennies, un choix radical pour une famille habituée à des investissements rapides et sûrs. Pour convaincre, James joue habilement de son influence. Il transforme ses réceptions dans son hôtel particulier rue Laffitte à Paris en outil stratégique. Dans ces réceptions, des personnalités influentes de l'époque comme Balzac plaident en faveur des chemins de fer. Mais James ne s'arrête pas là. Il emmène ensuite les politiciens observer le succès des chemins de fer en Angleterre afin de leur prouver concrètement la puissance économique du rail. Après des mois de lobbying, il remporte une première victoire, les concessions pour la ligne Paris-Versailles. Mais le chemin est encore long. Le 24 août 1837, la première locomotive s'élance entre Paris et Versailles sous les applaudissements d'une foule émerveillée. Ce succès va galvaniser James. En 1845, il fonde la Compagnie du Nord, un réseau reliant Paris à Lille et par extension à l'Europe entière. Cette entreprise transforme Paris en hub ferroviaire et alimente l'essor économique de la région. Mais James voit beaucoup plus grand. Il diversifie ses activités, métallurgie, exploitation minière et transport de marchandises. Cette nouvelle richesse lui permet d'acquérir des propriétés somptueuses comme le château de Ferrières ou encore l'hôtel particulier de la rue de Florentin. Son hôtel particulier rue Laffitte, lui, devient le centre névralgique d'un empire où ministres et industriels se croisent. Mais en 1848, l'Europe bascule dans le chaos. Les révolutions entraînent des grèves et des sabotages
paralyse les réseaux. La Compagnie du Nord, le joyau de James, vacille. À Paris, tout le monde est ruiné, écrit le journaliste Léon Fauché, qui porte bien son nom. Les banquiers tombent les uns après les autres, Rothschild reste seul debout, mais saigné à blanc. Cette incroyable résistance, James la doit à la solidarité indéfectible des 5 flèches, qui représentent l'unité des frères Rothschild. Face à la tourmente française, la branche londonienne lui prête de l'argent pour permettre à la Compagnie du Nord de passer la crise. Une fois sauvée, l'entreprise repart de plus belle. Les profits explosent et James devient une figure incontournable de la finance européenne. Sa fortune colossale lui vaut le surnom, ni plus ni moins, de demi-dieu de la finance. Son fameux hôtel particulier, rue Laffitte, sera quant à lui qualifié de ministère des Finances de l'ombre. Avec une fortune personnelle de plus de 40 millions de francs, il laisse à ses descendants une responsabilité colossale. Le décès de James de Rothschild le 15 novembre 1868 marque un tournant décisif. Dernier survivant des 5 frères, son départ marque aussi la fin de l'époque mythique des fameuses 5 flèches. À Paris, Edmond de Rothschild prend la relève. Mais sans l'autorité de James, les divisions deviennent inévitables. Peu à peu, chaque branche commence à privilégier ses propres intérêts plutôt que ceux de la solidarité familiale. En 1863, c'est le choc. La succursale italienne, basée à Naples, fait faillite. Le nouveau gouvernement italien remplace les Bourbons et l'économie locale s'effondre. C'est un coup de massue énorme pour la famille. En effet, c'est la première fois qu'une maison Rothschild fait faillite. Désormais, chaque branche doit se débrouiller seule. Quelques années après, les Rothschild de Londres réussissent un tour de force. En 1875, Lionel Rothschild accorde un prêt au gouvernement britannique afin de lui permettre de racheter les parts égyptiennes du canal de Suez. Cette opération est un très gros coup pour sa banque, mais elle est également perçue comme une trahison par la branche parisienne. En effet, la France avait initié la construction du canal et voit cet acte comme une humiliation nationale. Et cette fracture va bien au-delà d'un simple différend financier. Elle marque le début d'une rivalité grandissante entre la branche londonienne et la parisienne, autrefois alliées. Pendant que Londres s'impose sur la scène mondiale, Paris cherche à rebondir en explorant de nouveaux secteurs industriels comme le pétrole. Les Rothschild parisiens parviennent à dominer le marché pétrolier européen. Ils investissent massivement dans les raffineries en Russie et acheminent du kérosène à travers l'Europe. Mais cette suprématie attire un adversaire redoutable. Une autre famille, parmi les plus riches du monde, j'ai nommé les Rockefeller, les fondateurs de la Standard Oil. La guerre entre les deux clans est sans merci. Les infrastructures des Rothschild subissent des sabotages et des pressions commerciales. Les Rockefeller imposent des guerres des prix qui rendent le marché intenable. Leur influence est telle qu'ils imposent leurs règles aux compagnies de chemin de fer, allant jusqu'à interdire le transport des produits des Rothschild. Face à cette concurrence déloyale et à cette pression insoutenable, les Rothschild décident de se retirer du marché pétrolier russe en vendant leur part aux Rockefeller en 1911. Cette décision est perçue comme une humiliation supplémentaire. Et d'ailleurs, les divisions continuent. Les nouvelles générations des Rothschild se tournent vers des horizons très éloignés de la finance. Walter Rothschild, par exemple, à Londres, se distingue par sa passion pour la zoologie. Il pousse son excentricité à son comble en attelant 4 zèbres pour franchir les portes de Buckingham Palace, étonnant toute la cour britannique au passage. Pendant ce temps, à Paris, Lionel Nathan délaisse aussi la finance pour se consacrer, lui, à la botanique. Il se décrit lui-même comme un jardinier avant tout, considérant le métier de banquier comme un simple loisir. Cette 5e génération des Rothschild renonce à l'esprit pionnier qui animait jusqu'à là la famille. Cette perte d'ambition est critiquée. La nouvelle génération des Rothschild est à pleurer. Pourtant, même si leur influence financière diminue, les Rothschild conservent leur prestige. Malgré les crises, la dynastie résiste donc. Les branches londoniennes et parisiennes maintiennent une solidité importante. Année 1930, l'Europe est en crise. Les tensions sociales et économiques exacerbent les idéologies extrêmes. Les Rothschild deviennent des symboles. Pour les communistes, ils incarnent les riches qui pillent les travailleurs. Pour les nazis, leur richesse et leur identité juive en font une cible parfaite. En 1933, Adolf Hitler arrive au pouvoir en Allemagne et s'apprête à déclencher la plus grande guerre de l'histoire de l'humanité. Il commence par annexer l'Autriche
envahit la Pologne et en 1940, il envahit la France, plongeant l'Europe dans le chaos. Certains membres des Rothschild choisissent de fuir le pays, tandis que d'autres, comme Guy de Rothschild, s'engagent afin de défendre le pays. Officier dans l'armée française, il combat sur le front avant la débâcle de 1940. Lorsque Paris tombe aux mains des Allemands, les Rothschild deviennent donc des cibles évidentes. Le régime nazi et le gouvernement de Vichy organisent un véritable pillage. Le château de Ferrières et l'hôtel particulier de la rue de Florentin sont réquisitionnés. Même les entreprises familiales sont saisies. Les œuvres d'art, parmi lesquelles des tableaux de Vermeer, Rembrandt ou encore Goya, sont confisquées. 42 caisses remplies de ces trésors partent pour l'Allemagne. La moitié de ces caisses sont destinées à Hermann Göring, le lugubre bras droit de Hitler. Plus d'un siècle d'investissement sera pillé en seulement quelques mois. La première chose qu'ils font, ils ont les adresses. Ils rentrent dans Paris le 14 juin 1940. Ils savent où ils vont. Ils vont dans les hôtels particuliers de la famille Rothschild. En Autriche, Nathanael de Rothschild est quant à lui retenu par la Gestapo pendant plus de 13 mois, mais dans des conditions particulières. Emprisonné dans un hôtel particulier, il bénéficie d'un cadre de vie confortable pour un prisonnier, même s'il reste évidemment privé de liberté. Il sera ensuite libéré, mais seulement après avoir cédé des nombreuses entreprises familiales aux nazis. Le 6 juin 1944, 73 000 Américains débarquent sur les plages de Normandie. Avec leurs chars, ils marquent le début d'une offensive qui mènera à la libération de la France et la chute du régime nazi. Les Rothschild, eux, ont été pillés, emprisonnés, mais ils restent debout. En 1945, le descendant de la troisième génération de la branche française, Guy de Rothschild, s'attelle à une tâche colossale. À seulement 36 ans, il entreprend de reconstituer l'empire familial pillé et dispersé pendant la guerre. L'État français, ruiné, ne les indemnisera qu'à hauteur de 10% du montant pillé. La priorité de Guy, c'est de récupérer les actifs qui ont été confisqués, comme par exemple la Compagnie des chemins de fer du Nord, le joyau du patrimoine des Rothschild. Il supervise aussi la restauration des propriétés emblématiques, à l'image du château de Ferrières, qui a été abandonné après l'occupation. En quelques années, les efforts de Guy redonnent à la famille son prestige. Il modernise la banque en sentant, et ce dès les années 50, l'impact qu'auront les nouvelles technologies sur la gestion d'une entreprise. Dans le même temps, Edmond Adolphe de Rothschild crée en 1953 la branche suisse Edmond de Rothschild, basée à Genève. Attiré par la stabilité et surtout la neutralité de la Suisse, il se concentre sur la gestion privée pour une clientèle ultra fortunée qui investit dans des projets prestigieux comme la station de ski de Megève ou encore des domaines viticoles. À cette époque, le nom Rothschild est plus que jamais associé au luxe et à la réussite. Les fêtes somptueuses de Marie-Hélène de Rothschild au château de Ferrières réunissent toutes les grandes personnalités de l'époque. Grace Kelly, Salvador Dali ou encore Yves Saint-Laurent, tout le monde y est. Mais ce faste attire aussi les critiques. En France, le vent tourne côté politique. Le 10 mai 1981, François Mitterrand arrive au pouvoir et prévoit un programme socialiste révolutionnaire. La gauche vise les grandes fortunes comme des symboles des inégalités à combattre. Les Rothschild, figures de proue de l'aristocratie bancaire, deviennent encore une fois une cible de choix. Moins d'un an plus tard, en 1982, la loi du 11 février est votée. La sentence est irrévocable. La banque Rothschild est nationalisée. Le choc est immense pour la famille. Le montant des actifs de la banque s'élève à l'époque à 3,4 milliards de francs. L'État leur versera une indemnité de seulement 500 millions de francs. Cette nationalisation est perçue comme une injustice et la famille est dépouillée, comme en 1940. David et Guy de Rothschild sont contraints de quitter leur siège historique de la rue Laffitte. Peu à peu, les Rothschild sont marginalisés, mais ils refusent d'abandonner. Ils n'ont plus le droit de créer de banque et ouvrent alors un cabinet de gestion nommé PO Gestion. Avec patience et résilience, ils préparent leur retour. Et justement, après plusieurs années, un nouveau Premier ministre est nommé, Laurent Fabius. Ce dernier est moins à cheval sur les anciennes mesures socialistes. Sous son influence, la famille est de nouveau autorisée à diriger une banque d'affaires. Mieux encore, 2 ans plus tard, le vent tourne de façon spectaculaire. La victoire de la droite aux élections législatives de 1986 porte Jacques Chirac à Matignon. L'heure n'est plus à la nationalisation, mais à la privatisation. Ce grand retournement permet aux Rothschild de retrouver leur honneur et leur patronyme. Pour la 3e fois en 5 ans, leur société change de nom et PO Bank devient alors Banque Rothschild & Co, marquant un retour triomphal dans la finance.
En 2003, une étape majeure est franchie avec la création de Concordia BV, une holding commune réunissant les branches parisiennes et londoniennes. Cette alliance stratégique vise à renforcer leur compétitivité face aux grandes banques d'affaires mondiales. Le nom Concordia fait écho à leur devise familiale Concordia, Integritas, Industria, unité, intégrité, industrie. En 2015, Concordia BV devient Rothschild & Co, symbolisant leur volonté d'unifier leurs images. Cette transformation provoque aussi des tensions. La branche suisse, Edmond de Rothschild, spécialisée dans la gestion de fortune, y voit une atteinte à son identité. Le conflit autour de l'usage du nom atteint son paroxysme en 2015, mais un accord est finalement signé en 2018. La branche franco-britannique conserve l'usage exclusif du nom Rothschild & Co, tandis que le site web rothschild.com est co-géré par les deux entités. Il faut bien le dire, les Rothschild, connus pour leur discrétion, se trouvent rarement impliqués dans des conflits publics tels que celui concernant l'usage de leur nom. Mais c'est d'ailleurs cette discrétion qui a toujours suscité des soupçons et des théories du complot, notamment en raison de leur lien étroit avec la politique française. La branche parisienne excelle dans l'art d'attirer des talents issus des hautes sphères de l'administration, souvent des énarques. Parmi eux, un certain Emmanuel Macron, alors jeune inspecteur des finances, rejoint Rothschild en 2008. Ce recrutement directement en rang d'associé ne s'explique pas par ses compétences financières, qui sont jugées correctes, mais bien par son carnet d'adresses impressionnant. Macron, surnommé le Mozart de la finance, devient millionnaire grâce au célèbre deal Pfizer qu'il aura piloté. Lorsqu'il reviendra en politique, beaucoup y verront un conflit d'intérêts. Cela ne manquera pas de faire un scandale et de renforcer l'image des Rothschild comme l'un des faiseurs de rois de la Ve République. Mais au-delà des polémiques, ce qui frappe, c'est tout ce que contrôle encore aujourd'hui la famille. Côté finance, Rothschild & Co est présent dans 43 pays et emploie plus de 4200 personnes. Son activité se divise en 3 branches. La première, c'est le conseil financier. Ils accompagnent les entreprises, les gouvernements ou encore les familles dans des opérations de fusion-acquisition ou de restructuration. Cette branche opère principalement au Royaume-Uni, en France et même aux États-Unis où ils opèrent sous le nom de Rothschild & Co US. Côté private equity, ils sont présents en France et au Royaume-Uni avec leur fameuse branche Five Arrows. Et enfin, la branche banque privée qui gère le patrimoine de clients fortunés. Ils sont particulièrement actifs en Suisse et en France avec Rothschild Martin Morel. Dans le domaine viticole, la famille Rothschild est également très impliquée. Ils possèdent parmi les domaines les plus prestigieux au monde comme Château Lafite Rothschild ou encore Château Mouton Rothschild à Bordeaux qui produisent des crus parmi les plus réputés de la planète. Enfin, au niveau immobilier, on retrouve des propriétés emblématiques comme le château de Ferrières qui a traversé les âges ou encore la station de ski de Megève. Quant à leur fortune, elle est presque impossible à estimer. Elle est répartie entre de nombreux descendants et investie dans des secteurs très variés, souvent privés et difficiles d'accès. Cette discrétion légendaire alimente toutes les spéculations. Les estimations vont de chiffres plutôt réalistes comme 500 milliards d'euros à des montants totalement extravagants comme 20 000 milliards d'euros. En l'espace de 250 ans, la famille Rothschild a su transformer l'héritage de Mayer-Amschel en un véritable mythe. Leur nom a traversé 2 siècles et toutes les guerres. Une chose est sûre, les Rothschild restent une dynastie unique dans l'histoire. Alors, visionnaire ou banquier cupide? À vous de débattre dans les commentaires. Si cette histoire vous a plu, je vous laisse avec l'histoire d'un homme d'affaires breton que vous connaissez tous. Cet héritier d'une dynastie industrielle a su transformer une entreprise en difficulté en un mastodonte. Il est même parvenu à s'emparer de grands médias comme Canal+, C8 ou encore Europe 1. Son nom, Vincent Bolloré.